Il y a quelques mois, dans les journaux, aux actualités, à la radio, au journal télévisé, vous entendiez parler d'un voyage de 3 femmes de Paris en Afrique noire. Ces 3 femmes, Michel Cancre, Jeannine Delbert et moi, France de Gand, nous sommes depuis partis, puis revenus. Et c'est l'histoire de notre voyage que nous allons vous conter dans les semaines qui vont suivre. Comme pour une véritable expédition, nous nous étions répartis les tâches par spécialité. Personnellement, je travaillais pour vous et j'avais la responsabilité des caméras, des filtres, des objectifs, de la pellicule. Nous avions laissé à Jeannine le rôle le plus féminin peut-être, mais le plus ingrat aussi, celui de la ménagère de l'équipe. C'est d'ailleurs de nous 3 la meilleure femme d'intérieur. Parce que Michel fait du stock-car, nous lui avions confié la voiture, la plus lourde des responsabilités. Dans un voyage comme celui-là, 20 000 km de sable, de pistes, de forêts vierges. Dès le chargement, des problèmes multiples se posèrent. Des heures furent nécessaires pour parvenir à caser notre matériel. Nous y sommes tout de même arrivés. Mais notre poids dépassait de quelques 500 kilos la charge maxima prévue pour la voiture. Et nous n'avions pas fait les pleins d'essence et d'eau. Mais nous croyions en notre chance. Cependant, c'est avec une certaine émotion que nous prenons la route au bout de laquelle il y a tant de pays dont nous rêvions déjà quand nous étions des petites filles. Non, ce n'est pas encore la Brousse. Nous sommes dans une ville appelée Marseille. C'est, comme vous le savez, une cité méditerranéenne habitée par une population calme, paisible et même un peu austère. Zoumette c'est notre voiture, est hissée à bord du cargo mixte Loujda. Où nous voilà déjà, Alger-la-Blanche. Nous n'y resterons que le temps nécessaire pour accomplir les quelques formalités administratives, car maintenant nous avons hâte d'être dans le Grand Sud. Le mythe du désert et son romantisme nous attirent. Nous sommes si pressés d'arriver à Colombéchard que nous couvrons les 1000 km de traversée de l'Algérie en un temps record. Dès la traversée de l'Atlas, le paysage devient de plus en plus aride. Enfin, la porte du Sud, Colombéchard. Devant nous, la piste saharienne numéro 2. Désormais, notre passage sera signalé de poste en poste et, en cas de panne, les autorités viendront nous secourir. Ceci jusqu'au Soudan. 2069 km. Fini le goudron. La piste avec sa tôle ondulée, ses trous, ses plaques de sable sera désormais notre route quotidienne. Michel, qui a déjà l'expérience, nous apprend à y conduire. Sauf en cas de force majeure, nous devons éviter de ralentir lorsque nous sommes lancés sur cette fameuse tôle ondulée, cette conformation du sol sableux sur laquelle Clouzot a fondé l'un des suspens du salaire de la peur. Ralentir, en effet, c'est mettre en danger lame de ressort et amortisseur. La piste est coupée. Un oued en crue la barre sur une bonne centaine de mètres. Il faut tenter le passage. L'eau n'est pas trop profonde. Cependant, une fois de plus, il n'est pas à conseiller de trop ralentir, sous peine de voir l'eau s'engouffrer dans le tuyau d'échappement. Voilà notre première petite difficulté franchie. Quelques kilomètres plus loin, cette oued, née d'une pluie de la veille, disparaît absorbée par le sol assoiffé. Jusqu'ici, notre route serpentait dans des régions accidentées, mais voici la dernière colline, une grande descente. Nous abordons le Ténesrouf.
le désert des déserts, l'enfer de la soif. Maintenant, il n'y a plus une seule piste. Chacun fraye lui-même son chemin dans le sable uniformément plat. Puis, le réchaud abrité du vent par la voiture, nous faisons chauffer nos conserves et cuire nos spaghettis. Nous avons beaucoup ri ce soir-là, mais un peu nerveusement, car en toute franchise, au fond de nous-mêmes, nous étions un petit peu angoissés par notre solitude au milieu de cette immensité réduite maintenant à la minuscule zone de lumière fournie par nos lampes. Janine va se calfeutrer sous la tente, mais Michel et moi, nous passons nos premières nuits à la belle étoile. Elles sont en effet bien belles. C'est bien, vous fléchissez, vous tendez vers la droite, vous pliez les deux jambes. Le soleil dissipe les fantômes. Robert Reynaud, incongrument, nous ramène à Paris. Tendez vers la droite, c'est bien, vous fléchissez à fond. Et quelques heures plus tard, alors que nous nous enfonçons toujours plus loin vers le sud, nous commençons à penser qu'elle n'avait pas tout à fait tort. Des heures et des heures, rien que le sable à perte de vue. Tous les 5 kilomètres, un bidon. Seul repère prouvant aux voyageurs qu'il est sur la bonne piste. Des bidons qu'on passe comme des bouées en mer. Par moments, le sol devient très mou. La voiture zigzague dans des frayées profondes, mais nous ne nous sommes ensablés jamais complètement. Au ciel d'été, confond ces blancs moutons. Encore une épave de véhicule dont nous ne saurons jamais si son histoire fut dramatique ou simplement banale. Bergère d'azur infini. Mais nous la montrons à Zoumette pour lui faire peur. Voyez, près des étangs. Une grande aiguille sort de terre. À une centaine de mètres, quelques cabanes se serrent les unes contre les autres. C'est Bidon 5. Nous sommes au cœur du Sahara. Et ce soir, à l'horizon, nous verrons monter dans le ciel la croix du Sud. Bidon 5, à mi-chemin entre Colombéchar et Gao, nous était apparu comme une escale importante. Nous avions l'impression d'avoir fait une très longue route alors que nous n'en étions en réalité qu'au 20e de notre parcours. Mais le désert allonge les distances. Et Bidon 5 n'était qu'un groupe de misérables cabanes en tôle ondulée, dominées par l'antenne de l'émetteur radio. 2 habitants et 3 touristes. L'existence de Bidon 5 est liée à l'histoire du ravitaillement en essence au milieu du Sahara. La première expédition automobile qui traversa le Ténesrouf jalonnait sa route par des bidons tous les 100 km. C'est ici qu'elle abandonna le 5e. Bidon 5 est aussi un poste de contrôle où l'on signe sa feuille de route avant de s'enfoncer à nouveau dans le désert. 1000 km nous séparent encore du Niger, que nous longerons ensuite sur 800 km jusqu'à Niamey. Ce n'est qu'après des heures et des heures de sable, tantôt ferme et tantôt mou, que nous rencontrons enfin un sol caillouteux.
Voilà même que de loin en loin, nous apercevons quelques brins d'herbe jaunie. Et le 4e jour, après notre départ d'Alger, nous arrivons à la frontière du Soudan. La traversée du Sahara n'est pas tout à fait terminée, mais le gros effort est fait. L'apparition de plus en plus fréquente et de plus en plus dense de la végétation nous apprend mieux qu'aucune carte que nous approchons du grand fleuve. La chance semble nous sourire. Nous faisons pour la première fois la rencontre d'êtres humains au bord de la piste. Et ces hommes sont les fameux Touaregs, ces personnages hiératiques des films de Sahara de notre enfance. Par chance encore, les seigneurs du désert ont quelque chose à nous demander. Un peu d'eau leur rendrait bien service et leur permettrait de ralentir leur course vers les puits lointains où remplir les gerbas. Mais le Targhee est un gentleman qui a le sens des usages et pour nous remercier, le chef nous invite à prendre le thé à la menthe en leur compagnie. Il n'est pas besoin ici de beaucoup de mots pour se comprendre. Eau, tabac, sucre suffisent pour nouer l'amitié. Le Targhee parle peu, mais il sait sourire. En quittant les Touaregs, c'est aussi au Sahara que nous disons au revoir, car dans quelques heures, nous serons en Afrique noire, au bord du Niger. Comme la Seine est à la fois le premier département et le fleuve clé de la France métropolitaine, le Niger est l'un des plus grands fleuves et l'une des régions les plus riches de l'Afrique noire. Niamey est le Paris du Niger, un Paris parisien. Les pirogues remplacent les péniches et les tisserands indigènes, les peintres barbus de l'île de la Cité. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais nous avons gêne. Au milieu des étalages, le coiffeur en plein air. Cette dame qui se fait faire une mise en pli doit être invitée au mariage que l'on célèbre de l'autre côté de la place. Et qui dit mariage, dit danse. En Normandie comme en Auvergne comme en Niger. Mais nous ne sommes pas là pour nous amuser. Plus exactement, nos vacances en Afrique sont trop courtes pour pouvoir s'attarder. Il faut reprendre la piste dans la trace poussiéreuse des camions d'arachides. Une fois de plus, c'est la tôle ondulée. Doubler un véhicule ici, c'est vraiment du sport. Il est de plus recommandé de fermer les vitres. Le sultan étant absent, nous remettons au retour notre visite à Maradi et nous traversons sans flâner la Nigeria britannique. Nous avons hâte maintenant d'arriver au Cameroun.
Un peu épuisés, nous trouvons un asile provisoire à la case de passage de la réserve de Waza. Les Vautours sont des voisins pas trop sympathiques. Nous devrions cependant pourtant nous entendre puisqu'ils acceptent de se nourrir de ce dont nous autres hommes nous ne voulons pas. Personnellement, je ne peux me débarrasser de certains préjugés et je préfère aux Vautours les grues couronnées qui tiennent actuellement un meeting à côté dans la prairie. Allons, allons, mesdames, assez parlé. Volez un peu pour voir. La piste se rétrécit de plus en plus et s'enfonce dans la brousse. À Garoua, dans leur compagnie, on ne s'ennuie jamais. Chacun d'eux est un personnage vraiment extraordinaire. Et nous aurons autant de mal à nous séparer d'eux que nous en avions enfant à quitter le zoo de Vincennes. Zoumette, notre voiture, est de nouveau soumise à la rude épreuve de la piste. Nous avons quitté Garoua, dans le Nord Cameroun, et nous nous dirigeons maintenant vers Bangui, ou Bangui-Chari, traversant le Cameroun du nord au sud, avec un petit détour pour contempler de près les fameux monts Atlantika. Nous roulons donc tranquillement, quand tout à coup, au milieu de la piste, nous apercevons un lion. Avant que nous n'ayons eu le temps de faire quoi que ce soit, il a déjà disparu derrière les broussailles. Michel réagit immédiatement. Sitôt la voiture arrêtée, elle bondit sur sa carabine, la charge et part à la poursuite du fauve. Nous sommes très énervés. Michel progresse en tirailleur le long de la route. Janine la suit à distance avec la voiture. Michel a vu le fauve. Il ne faut pas qu'elle le rate. Elle épaule et tire 2 fois de suite. Elle prétend qu'elle l'a vu tomber. Mais nous ne pouvons le croire. Elle se lance aussitôt seule dans la brousse. Le lion est bien mort, foudroyé par une balle dans la tempe. Michel, plus tard, nous a avoué qu'elle l'avait visé à l'épaule. Elle était à 100 mètres de la cible. Nous avons mesuré. Nous sommes encore très émus. Et l'animal, étendu mort, déjà survolé par des essaims de guêpes, reste terriblement impressionnant. Mais le lion tué, nous ne savions qu'en faire. Et nous aurions été bien embarrassés si, à la nuit tombante, les Noirs d'un village voisin n'étaient venus à notre secours. Étrange ambiance que celle du feu de camp éclairant cette scène de dépeçage digne du Moyen-Âge. Les Noirs sont heureux. Ils ont mangé cru le foie du lion. Ils l'ont vu mort à leurs pieds. Et leur haine ancestrale pour le seigneur de la brousse a été une fois encore assouvie.
Lorsque le soleil se lève à nouveau, il nous trouve au village devant la case de passage, étalant la peau pour la mesurer. Elle est vraiment magnifique, 3,10 m du museau jusqu'au bout de la queue. En arrivant au village de Wangai, nous sommes accueillis à la fois par les indigènes de l'endroit et par un certain nombre de représentants de l'étrange tribu des Komapeteu. Les Komapeteu sont les descendants d'une race de Noirs qui se réfugièrent jadis dans les montagnes lors de l'invasion de la région par les Fulbe, Noirs musulmans, qui venaient du nord. Wangai est un village Fulbe, justement, et ses habitants, piqués au vif, estiment devoir à leur tour nous donner une démonstration de leur talent. Nous avons décidé d'aller rendre visite aux Komapeteu. Là-haut déjà, les tam-tams et les chants gutturaux des guetteurs annonçaient notre venue aux habitants. Et lorsque nous arrivons, ils sont tous là à nous souhaiter la bienvenue par ces bruyantes manifestations d'amitié qui leur ont valu leur nom. Ils ont jailli comme des diables emplumés des hautes herbes qui nous entourent. Ce village est un des plus pittoresques et des plus primitifs que l'on puisse trouver en Afrique. L'influence européenne y est presque nulle. Les femmes des Komapeteu sont aussi coquettes que d'autres. La manière change, mais le principe reste. Reprise comme souvent d'ailleurs au cours de notre voyage par son métier d'esthéticienne, Janine est très intéressée. Les femmes ici, noires de peau, s'enduisent le corps de briques pilées. Elles se trouvent plus belles ainsi. C'est bien leur droit. La même brique pilée, mélangée avec de l'huile, est également un cosmétique très apprécié.
Les cheveux qui en sont enduits sont partagés en 1000 minuscules tresses grasses et rouges. Cette mode, pas plus extravagante qu'une autre, pas plus que celle qui consiste pour les comapéteuses à se faire arracher les 2 dents de devant. Mais dans ce dernier cas, il ne s'agit pas seulement de coquetterie, mais aussi de superstition. Ces dames, en faisant ce sacrifice, pensent en effet protéger ainsi la vie de leurs enfants. Mais ici, comme partout en Afrique et bien souvent ailleurs, tout finit en dansant. Et comme il n'y a pas de garderie d'enfants, les mamans les emmènent avec elles. Comment voulez-vous après ça qu'ils ne dansent pas d'instinct? Nous nous sentons pas de volonté. Tout près de la mission, le village Namchi. À l'intérieur des palissades, de toutes petites cases aérées par le toit et dans lesquelles on ne peut pénétrer qu'à 4 pattes. Nous sommes mal, ou si l'on veut touristiquement parlant, bien tombés. Le village est en deuil. Une vieille dame est morte et que ses concitoyens, parents et amis se préparent à l'enterrer selon leur propre rite. Mais quand je parle d'enterrement, je sais ce que parler Namchi veut dire. En fait, la dame en question est morte déjà depuis 2 semaines. Son corps plié en 2 a été entouré de peaux de bête. À mesure qu'il se décompose, on rajoute des peaux jusqu'à ce que, à un certain état de décomposition, la tête se détache d'elle-même du tronc. Alors, et nous en sommes là, on jette le corps à la fosse commune. Quant à la tête, on la garde. On la lave, on la gratte,
on la dépouille de sa chair et on la conserve dans des urnes au cimetière des crânes, d'où on l'extraira de temps à autre pour présider à certaines festivités. Nous ne bénéficions pas de la philosophie des Namchi et nous avons trouvé tout cela un peu macabre. C'est un soulagement pour nous de nous retrouver sur la piste. La longue piste, 1500 km, qui nous conduira jusqu'à Bangui. La végétation devient de plus en plus dense. Au petit matin, nous nous arrêtons dans un village qui s'appelle Boira, à l'entrée de l'Oubangui-Chari. Bangui a de fausses vraies grandes artères et de faux vrais agents de police qui se prennent au sérieux sur leur mirador. Mais Bangui pour nous et surtout pour Michel, c'est aussi l'arrivée de Jean, son mari, par le courrier d'Air France. Enfin un homme dans notre expédition qui sache aussi bien et mieux que nous conduire, camper, se servir d'armes à feu et parler avec les indigènes tout en étant pris au sérieux. Il y a 16 heures qu'il est parti d'Orly. Le voilà déjà là, détendu et souriant. À Bangui, Michel et Jean ont des amis dont ils ont fait la connaissance l'an dernier lors d'un précédent voyage et qui nous ont invités à un de ces dîners dont les coloniaux ont le secret. Le maître de maison est entrepreneur de transport. C'est lui qui nous a trouvé un boy, Nicolas. Ceux qui ont voyagé en Beauce savent l'importance de ce personnage souvent pittoresque, toujours débrouillard, à la fois bon à tout faire, cuisinier, intendant et interprète. Le repas que nous fîmes ce soir-là, témoignage de l'exceptionnelle qualité du personnel de notre hôte, nous faisait bien présager de nos relations avec Nicolas. Nous avons passé à Bangui, station balnéaire d'Afrique noire, quelques très agréables journées de détente. Et maintenant, reposés, nous préparons notre départ pour les territoires de chasse du nord de l'Oubangui. Nous allons à cette occasion connaître les limites de résistance de Zoumet, notre fidèle véhicule. Car nous sommes 5 désormais, Janine, Michel et moi, plus Jean et Nicolas le boy. Et comme là où nous allons, en pleine brousse, nous ne trouverons ni boucherie, ni épicerie, ni boulangerie, il nous faut emporter en sus de notre matériel de campement une considérable quantité de vivres. 50 kilos de pommes de terre, 30 kilos de farine, des bonbonnes de vin, des boîtes de bière, etc., etc. Une étape de 300 km nous mène à Fort Crampel où notre première visite est pour le chef de région, M. Boudneau. Boudneau est administrateur en Oubangui depuis quelques 25 ans et a, entre autres, la réputation d'être l'un des meilleurs chasseurs d'AEF. Les renseignements qu'il nous donne sur les secteurs de chasse nous sont très précieux, car les gibiers se répartissent en quantité et en espèces de façon très diverse et très complexe. Notre but essentiel étant de chasser le buffle et l'éléphant, nous établirons sur le conseil de Boudneau au village d'Azen. À Azen, pas d'hôtel, une simple case en pot-au-pot, terre glaise séchée.
Par contre, l'accueil que nous y font les habitants est extrêmement sympathique. Dès le premier jour, ils nous font une gentille surprise. Ils nous annoncent qu'ils vont nous offrir un nyama. Un nyama, c'est un animal, n'importe lequel. Et nous pouvions penser qu'il s'agissait tout aussi bien d'un singe, d'un crocodile ou d'une bête à bon Dieu. Mais de la boîte à claire-voie, c'est une petite panthère qui sort. Une toute petite panthère bien mignonne que les Noirs ont trouvée il y a 2 semaines dans un feu de brousse. Ils supposent que sa mère, ayant 2 petits et ne pouvant en emporter qu'un dans sa gueule, a dû l'abandonner au milieu des flammes. Enfant perdu, vite adopté, nous le baptisons Zuma, de la famille de Zoumette. Il fait si chaud que la tentation est grande de rester nonchalamment à somnoler sur les chaises longues à l'ombre de notre case. Mais nous sommes venus là pour chasser, nous chasserons. Et nous marcherons surtout, car c'est ainsi, à Azen comme ailleurs, la chasse, c'est avant tout la marche à pied. Des heures et des heures de progression silencieuse et prudente, assez vite épuisante, pour trouver la trace des buffles. Et puis, quand on l'a trouvée, il faut la suivre. Et une toute petite saute de vent suffit pour signaler notre présence au troupeau qui s'enfuit aussitôt. Tout est alors à recommencer. Mais il arrive aussi que la chance nous sourit. Gogwa, Gogwa, là, Gogwa, le buffle. Les porteurs se sont immobilisés. Personnellement, nous ne voyons rien. La végétation est trop dense. Les buffles se confondent avec elle. Nous progressons pourtant de confiance. Tout d'un coup, je vois Michel qui épaule et qui tire. Un fracas terrible dans les branches, le troupeau tout entier s'enfuit. Les porteurs se précipitent. Ils ont vu l'animal blessé s'enfoncer dans un fourré. Pas très rassurés, nous avançons prudemment, prêts à faire feu. Mais le buffle est bien mort. Pour chasser les moucherons qui arrivent en épaisses nuées, pénétrant jusque dans nos oreilles, les porteurs mettent le feu aux herbes alentour. La chaleur est étouffante et nous sommes très loin d'un point d'eau. Mais Dieu merci, la forêt a ses ressources. Les porteurs savent qu'1,50 m d'une certaine liane peut fournir un grand verre d'eau fraîche. Notre retour au village est un petit triomphe. La nouvelle s'est répandue de case en case comme une traînée de poudre. Gogwa, le buffle, a été tué. Le buffle mort, c'est un apport inespéré de viande dans le village. De viande fraîche qu'il va falloir se partager au prix d'interminables palabres. Pour nous, c'est un très bon début. Personnellement, ce qui nous intéresse, ce sont les trophées de chasse. Mais auparavant, comme nous le devions et selon l'expression consacrée, nous avons fait la viande pour les porteurs. Pour les porteurs et pour Zuma, car bébé panthère n'aime pas du tout les conserves. Et inutile d'essayer par mesure d'économie de mélanger du riz à sa portion de viande. Elle écarte le riz avec dédain. Inutile aussi de tenter le repas commencé à lui faire quitter la table. C'était fête hier soir au village, et toute la nuit les tam-tams ont battu et roulé. Fête rituelle, de celles qui n'ont pas supprimé l'influence européenne. On excisait les vierges nubiles. Elles sont ici tout à fait nubiles dès l'âge de 13 ans. Et toute fière de son nouvel état de femme, la fille d'un de nos porteurs vient nous rendre visite. Pendant une semaine après l'opération, plutôt douloureuse, tout au moins d'après ce qu'on nous a dit, elle restera ainsi vêtue d'une jupe de feuillage.
Et, comme à une jeune mariée, Janine lui offre un cadeau, un joli foulard qu'elle emporte un peu ahurie vers la case de ses parents. C'est l'heure calme, la détente dans la fraîcheur relative après la chaleur torride de la journée. Les femmes et les jeunes filles s'en vont chercher l'eau à la rivière. Une petite rivière qui ressemble comme une sœur à nos rivières de France lorsqu'au crépuscule les bestiaux viennent y boire. À ce détail près qu'un jour nous y avons aperçu le méchant museau d'un vrai crocodile. Notre présence n'a pas complètement perturbé la vie du village et jour après jour nous en découvrons le fonctionnement coutumier, les routines. C'est ainsi que, par exemple, on voit régulièrement débarquer sur la place le médecin ambulant et sa caisse de pharmacie. C'est un brave homme qui n'a pas du tout conscience d'être un héros dans son genre. Un héron tout rond, jovial, dont la conversation est fortement pimentée d'accent marseillais. La brave femme de ce brave homme l'accompagne toujours. Elle est son assistante bénévole. Hiver comme été, en saison sèche comme en saison de pluie, lorsque les pistes sont quasiment impraticables, ils font avec leur infirmier la tournée des villages de leur secteur. Bien qu'ici on vive plutôt à la campagne et au grand air, les malades sont aussi nombreux que dans les villes de la métropole. Les maladies ne sont pas exactement les mêmes, les infections plus ou moins purulentes dominent. Comme chez nous au Moyen-Âge, le pire des fléaux reste la lèpre. Cependant, la médecine moderne parvient à la combattre efficacement et, sinon à la guérir, du moins à l'enrayer complètement. Dans l'ensemble, les Noirs ont pris l'habitude de cette consultation médicale. Ils y viennent en toute confiance et en toute simplicité et étalent sur la place publique leurs petites et leurs grandes misères. Il y a pourtant toujours quelques réfractaires, quelques fanatiques qui s'y refusent. Ce jour-là, par exemple, l'un de nos porteurs qui s'était grièvement blessé avec son coupe-coupe et à qui nous envoyâmes le médecin jusque dans sa case pour le panser, préféra s'enfuir dans la brousse pour s'y soigner tout seul avec des herbes et des médications plus ou moins recommandées. Mais des cas comme celui-là deviennent de plus en plus rares et le moins qu'on puisse dire est que les médecins d'Afrique ont bien mérité la confiance que leur accordent maintenant les indigènes. Nous sommes au camp de chasse depuis déjà plus d'une semaine, mais le gibier, l'éléphant, se fait attendre. Aussi, pour nous distraire, nous sommes allés rendre visite à une dame qu'on appelle par ici la Parisienne. C'est le surnom donné à toutes les négresses à plateau qui participèrent à l'exposition coloniale de 1929. Celle-ci est, nous a-t-on dit, la doyenne et l'une des rares survivantes de cette expédition à Paris. La coutume des plateaux se perd complètement et ce n'est pas une mauvaise chose. Elle avait cependant, paraît-il, une origine raisonnable. En effet, les pays d'Afrique centrale furent longtemps la proie des trafiquants d'esclaves qui rasiaient de préférence les jeunes et jolies femmes. Les plateaux qu'elles introduisaient dans leurs lèvres percées, en les protégeant, les rendaient fort laides. Lorsque nous regagnons le camp, de bonnes nouvelles nous y attendent. Un troupeau a été repéré pas très loin de là. Très excité, le pisteur nous explique avec de grands gestes qu'il a vu Ndoli. Ndoli, c'est l'éléphant, le géant. Il a de grandes dents, dit-il. Nous ne croyons qu'à moitié, car les Noirs, profitant toujours de nos chasses, et sachant que ce qui nous intéresse, nous, Européens, ce sont les défenses, ont tendance à bluffer sur ce point.
Nous sommes partis dès l'aube le lendemain matin vers le village près duquel le troupeau a été aperçu. Un des habitants est déjà depuis plusieurs heures sur la piste. Il doit nous faire prévenir quand il aura trouvé des traces fraîches. Les guides africains disent volontiers que l'éléphant se chasse en chaise longue. Ils n'ont pas tout à fait tort, car si l'on veut éviter d'épuisantes marches et contre-marches en forêt, le plus sage est d'attendre, tranquillement allongé, des informations précises. Bien plus que lors de la chasse au buffle, les porteurs sont graves. Ndoli, c'est un personnage, un seigneur, presque un dieu. Un enfant arrive enfin en courant nous prévenir que le pisteur nous attend dans un autre village à une fraîche, des arbres cassés comme des allumettes pour le simple plaisir de goûter une certaine branche haute qui paraissait particulièrement tendre. La largeur des empreintes de pieds nous donne, paraît-il, des indications précises sur la taille des animaux que nous poursuivons. L'état des feuilles des arbres brisés, le fait qu'elles soient plus ou moins fanées, nous renseigne sur le temps qui s'est écoulé depuis leur passage. Ils étaient encore là il y a quelques minutes. Nous n'avançons plus que très doucement. Nous entrons dans un baco, galerie forestière, autour de laquelle la végétation est si épaisse que nous ne pourrions absolument pas voir les éléphants. Jean enfile la chemise verte qui doit le confondre avec la végétation. Tout dépend maintenant du vent. Tant que nous l'aurons de face, tout ira bien. S'il tourne, les éléphants nous éventeront. Il y a bientôt 1 heure que nous progressons ainsi dans un silence qui finit par devenir angoissant. Et soudain, la forêt tout entière semble s'abattre autour de nous. Les énormes bêtes, qui restaient parfaitement silencieuses à quelques mètres, viennent de passer tout près dans un galop fracassant. Nous ne les avions ni vus, ni même devinés. Et l'un d'entre eux, restant en arrière, tout va maintenant aller très vite. Jean s'est avancé, et nous le voyons épauler et tirer une seule fois. Un nouveau vacarme, et le silence définitivement retombe sur la forêt. Aucune d'entre nous n'aura vu ici un éléphant vivant. Deux heures plus tard, une foule d'hommes et de femmes accourus des villages voisins se préparent à assister et, si possible, à participer au dépeçage.
Avant toute autre chose, nos porteurs prévoyants ont construit autour de l'énorme dépouille une barrière de branchage qui doit théoriquement garantir leur juste priorité sur la viande de l'animal. Nous leur promettons d'ailleurs de leur prêter main forte le cas échéant. La chaleur est maintenant suffocante. D'énormes essaims de mouches et d'abeilles sont venus prendre leur part du festin. Le tas de viande destiné aux porteurs augmente rapidement. Mais derrière les barrières, la foule se fait plus pressante. L'enceinte s'est d'ailleurs remplie sans que nous nous en apercevions. Nous allons être débordés. Il est grand temps de refouler les resquilleurs. Le spectacle ne nous a pas coupé l'appétit. Nous nous contenterons donc d'une boîte de sardines. Il nous reste encore 3 heures de marche pour rentrer au campement. Et ce soir, malgré les émotions de la journée, nous n'aurons sans doute aucun mal à nous endormir. Délaissant les forêts qui nous ont vu chasser bravement le buffle et l'éléphant, nous voici avec armes, porteurs et bagages dans les vastes plaines de Golongoso qui s'étendent près de la frontière du Tchad et de l'Oubangui. Les troupeaux d'animaux non domestiques y abondent à la saison sèche et aussi, bien entendu, les vautours, comme chaque fois qu'il y a de la vie quelque part et par conséquent de la mort. Cette fois, ils sont groupés autour d'une charogne d'antilopes. Un vautour, plus glouton encore que les autres, pour avoir trop voulu manger, sera à son tour mangé par nos porteurs. Au bruit du coup de feu, un troupeau entier d'antilopes, jusqu'ici caché par les hautes herbes, s'enfuit au galop. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Nous avons déjà renoncé à les chasser et nous préférons les regarder vivre en liberté. En voici d'autres, des bubales cette fois, une espèce très commune. Et puis 2 damalisques qui ont compris qu'ils pouvaient avoir confiance.
Mais le temps a passé très vite. Voilà déjà 3 semaines que nous sommes là et Pour le moment, il nous reste 8000 km à faire pour rejoindre Paris, gagner Fort-Lamy, traverser à nouveau la Nigeria britannique, puis faire un détour en AOF par Maradi, où cette fois le sultan nous attend. Ensuite, nous prendrons la direction du nord vers le Hogar. Depuis quelques jours, la chaleur n'a pas cessé d'augmenter. Il n'est plus possible de rouler à certaines heures. Même si nous en étions capables, les pneus, eux, ne le supporteraient pas et éclateraient. Aussi, de 11 à 3 heures, c'est la sieste obligatoire dans un village de préférence. Depuis le départ, Janine est malade. Le paludisme et la fatigue lui donnent de forts accès de fièvre qui lui rendent très pénibles les longues étapes quotidiennes. Pendant que nous la dorlotons, Jean s'occupe du déjeuner de Zuma, qui l'appelle déjà sa fille. La chaleur accablante n'empêche pas Janine de grelotter. Pourra-t-elle raisonnablement supporter les fatigues du retour ? Michel et moi, bien qu'en meilleur état, ne sommes pas très brillantes non plus. Zuma elle-même souffre de la température, mais pas au point d'en perdre l'appétit et de renoncer à cette cuisse de pintade. Le soleil enfin un peu descendu vers l'horizon, nous reprenons la piste avec l'espoir de coucher ce soir dans une ville Une masse d'eau limoneuse coupe la piste. C'est le Chari, que nous traversons sur un classique bac africain. Juste de l'autre côté, il y a Fort-Lamy. Fort-Lamy, capitale du Tchad. De larges avenues bordées par de profondes tranchées en ciment par où s'écoulent des torrents d'eau à la saison des pluies. Le soir, les habitants viennent chercher un peu de fraîcheur sur les grandes terrasses qui surplombent le fleuve. C'est ici que nous quitte Jean et aussi Janine, qui finalement rentrera directement à Paris par le courrier d'Air France. Nous voici seuls, Michel et moi. Seuls, toutes les deux. Oh, pardon. Toutes les trois, car Zuma, courageusement, a décidé de nous accompagner pour la traversée du Sahara. Les premières étapes sont faciles et la Nigeria britannique nous offre même le luxe de 600 km de goudron. Nous conduisons à tour de rôle, même Zuma, qui vient régulièrement nous relayer au volant. Arrêt essence. À chaque fois, c'est la même chose, une véritable petite émeute. La terre est ici si bien défrichée que les grands animaux ont pratiquement disparu, ce qui explique l'énorme succès de curiosité de nos trophées de chasse. Surtout de la défense d'éléphants, qui doit avoir un pouvoir bénéfique, car les Noirs se battent littéralement pour la toucher. Par contre, l'apparition de Zuma, si petite pourtant, fait immédiatement le vide autour de nous. Les kilomètres s'ajoutent aux kilomètres, ou plutôt, puisque nous sommes en territoire britannique, les miles succèdent aux miles. Et 1300 km après Fort-Lamy, nous arrivons à Maradi, ville frontière du Niger. Arrêt de 24 heures pour rendre visite au sultan. De Ras à Soie,
Le sultan de Maradi appartient à une famille dont les origines remontent au Moyen-Âge. Il nous accueille avec une cordialité distinguée dans la cour de son palais. Un palais de terre séchée, bien sûr. Le marbre est un peu rare dans le pays. Les chanteurs du sultan improvisent une longue litanie sur notre visite. Malheureusement, nous ne saurons jamais ce qu'ils pouvaient y dire. Le sultan n'a d'ailleurs pas pu nous servir d'interprète, car il ne parle pas français. Nous entreprenons tout de même une conversation à base de signes et d'onomatopées, sous le regard intéressé de la suite du prince, qui peu à peu a envahi la cour du palais. Nous obtenons la faveur rarissime de visiter le harem et d'être présentés aux épouses du sultan. Au nombre d'une quinzaine, elles appartiennent à des races très différentes et vivent dans une grande cour où chacune a sa petite case individuelle. Rien de commun d'ailleurs avec les images classiques des harems orientaux. Le luxe et le confort sont très relatifs. Seuls le vêtement et la parure sont assez brillants. Ces femmes cloîtrées sont plutôt craintives et timides, et il nous faut pour les apprivoiser parler avec elles, toujours par signes, chiffons et bijoux. Puis le sultan, suivi de ses ministres, de ses courtisans et de ses musiciens, nous accompagne jusqu'à notre voiture. Il examine en connaisseur nos trophées de chasse et nous dit en français un au revoir qu'il fait suivre d'une quantité de formules de politesse en assois. Nous garderons de lui le souvenir d'un très grand seigneur. À perte de vue, la plaine est recouverte d'une herbe blonde, comme décolorée par le soleil. Michel, Zuma et moi, nous nous dégourdissons qui les jambes et qui les pattes avant de remonter une fois de plus en voiture. Nous avons encore 600 km à faire vers le nord pour atteindre la ville d'Agadez, après quoi nous nous enfoncerons dans le Sahara en direction de l'Algérie. Administrativement parlant, nous sommes encore en AEF, mais le long des pistes, c'est déjà l'atmosphère du sud saharien. Des centaines de caravanes se croisent dans la poussière. Nul ne sait exactement où elles vont, d'où elles viennent, ni parfois à quel mystérieux trafic elles se livrent entre Niger et Méditerranée. N'a-t-on pas dernièrement acquis la certitude que le commerce des esclaves se pratiquait encore ? Il suffit qu'un bouquet d'arbustes entretienne un peu d'ombre maigre pour qu'hommes et bêtes s'y groupent, cherchant un refuge contre le soleil implacable. Ici, c'est un campement peul. Les peuls sont de curieux éleveurs nomades qui refusent de vendre les animaux et ne mangent eux-mêmes qu'occasionnellement de la viande. Ce qui ne les empêche pas d'avoir de beaux troupeaux. Des bœufs du Soudan aux immenses cornes, des moutons qui semblent pétrifiés, quelques chameaux perdus dans leur rêverie, et des bourricots vivantes images de la résignation.
Amenés par petits groupes au centre du campement, ils attendent tous la même chose, la vie, c'est-à-dire l'eau que les hommes vont inlassablement extraire tout le jour du fond du puits dans de grandes outres de peau. Mais jamais, pendant que durera la saison sèche, ils n'en tireront assez pour que les animaux puissent boire à leur soif. Nous les laissons à leur labeur infernal et reprenons la piste. Entre deux rencontres de caravanes, nous faisons celle d'une autruche qui, curieuse mais prudente, se maintient à distance sans s'affoler. Le jour tombe lorsque nous arrivons à Agadez, où nous faisons rapidement viser nos papiers afin de repartir demain dès l'aube. Dans l'air encore chaud, chaque bruit, chaque cri d'homme ou d'animal porte loin et pur, et sans troubler vraiment le grand silence du sud, semble plutôt se surimpressionner à lui. Après cette poésie du soir, le jour semble brutal et bête. À notre départ, comme tous les enfants du monde, les petits Touaregs se font traîner dans le sable. Encore 200 km d'étendue plate et sans rides. Puis, quelques mouvements de terrain, et derrière une petite colline, Inguezam. Un minuscule borge, une vingtaine d'arbres et un puits. Inguezam, seul point vivant entre l'AOF et le Hogar, à 450 km au nord d'Agadez, à 400 km au sud de Tamanrasset. Ce soir, nous goûtons d'autant mieux la paix infinie d'Inguezam, petite île perdue dans l'océan des sables. Pleine d'illusions et de courage, dans des zones de fèche-fèche, sable mou, complètement pourri, dans lequel les voitures s'enlisent. Après Tamanrasset, traversant le Hogar,
Nous suivrons la route de grands oasis, El Golea, Gardaïa, la Guat, puis l'Algérie. Nous progressons pourtant qu'à un quart. Au bout de quelques heures, la moyenne horaire augmente. Mais un nouvel ennui fait son apparition. Un vent du sud assez violent nous pousse, empêchant du même coup le refroidissement du radiateur. Tous les 10 kilomètres, nous devons faire un demi-tour, nous mettre bout au vent, comme disent les marins, et attendre. Puis, le vent augmentant encore, le sable commence à se lever. Ce n'est d'abord qu'une ligne trouble à l'horizon, puis très vite, un vrai brouillard de sable aussi terrible et opaque que la brume de mer. Nous distinguons de plus en plus mal les repères de la piste et nous avons peur de nous égarer. Parfois même, il faut s'arrêter et attendre une accalmie. Le vent atteint par moments la vitesse de 100 km/h. Si ça continue, nous serons obligés de stopper définitivement et certaines tempêtes durent de 2 à 3 jours. Nous nous obstinons cependant, et avec raison, car tant bien que mal, nous parvenons jusqu'à la région plus vallonnée qui précède le Hogar, et les mouvements de terrain nous protègent de mieux en mieux, ce qui nous permet d'atteindre Tamanrasset avant la nuit. Puis, sortis des montagnes, nous suivons près d'El Golea un étroit passage entre les dunes du Grand Erg occidental et celles du Grand Erg oriental.